Quand je dis je voulais parler de l'Académie de Créteil, vous avez vu, j'ai mis le titre, c'est un emprunt à Maurice Charrier, maire de Vaux-en-Velin, et qui disait ça à propos de la banlieue. La banlieue ne pose pas des problèmes à la société, elle pose les problèmes de la société. Et en gros, c'est comme ça qu'on voulait... Il y a un côté étendard, quoi. C'est comme ça qu'on voulait définir l'Académie de Créteil, voilà. On n'était pas à la marge du système éducatif, mais au cœur des problèmes qui se posaient. Qui se posaient quand? En 83. Et il faut que vous ayez bien ça en tête, quoi. Surtout les plus jeunes, ceux comme mon âge, ça va. 83, c'est 2 ans après 81. Ça va de soi. Oui, mais c'est pas rien. C'est pas rien. Ça veut dire que la question, c'était de changer la vie, quoi. Hein, on sortait de décennies de pouvoir de la droite et l'espoir était fabuleux. Changer la vie, est-ce que ça voulait dire aussi changer l'école? Et donc, dans l'Académie de Créteil, en plus, pas n'importe où, il y avait beaucoup de jeunes profs. Et ils étaient prêts à déplacer des montagnes. C'est-à-dire qu'eux étaient engagés dans cette idée de changer l'école. Et là, on était, comment dire, on avait des vrais outils en plus. Faut essayer d'avoir une idée de ce qu'était à l'époque la formation continue. C'était un vrai système de liaison professionnelle et de mise en relation des pratiques. Et on avait donc, nous, des commissions pédagogiques départementales très actives. Et en plus, moi j'avais créé en arrivant, quand je suis devenue inspectrice, les collègues m'ont dit « Ah, tu vas t'occuper des lycées », vous savez, c'était au début de la nouvelle façon de noter en lycée. Et je leur ai dit « Non, je vais m'occuper des élèves et des lycées professionnels ». Parce que c'est là que les collègues ont besoin de mettre des connaissances en commun. Les autres, ils peuvent s'en sortir. Donc on avait ce potentiel très à la fois un vrai échange professionnel et en même temps très orienté sur la question de l'échec scolaire. Hein. Donc pas n'importe où, pas n'importe quand. C'est là-dessus qu'arrive la question des programmes. Alors, toute petite mise au point, ça c'est vraiment coquin et pour me faire plaisir, c'est la DLC, la direction des lycées et collèges, qui propose l'opération didactique de l'EPS. L'inspection générale la mettra en œuvre, mais la proposition c'est la DLC. Pourquoi? Eh bien parce que le rattachement à l'éducation nationale, voilà, il faut que vous ayez bien ça comme repère en tête aussi, c'est la période du rattachement à l'éducation nationale, et ça se fait au travers d'un service de l'EPS qui est extrêmement attentif à nous intégrer bien à l'éducation nationale. Ça n'aura pas suffi pour éviter qu'on se fasse mouliner après, mais à cette époque-là, voilà, c'est un service qui tient à nous aider, quoi, à nous intégrer à l'éducation nationale. Et donc, quand la DLC nous propose cette opération, ensuite sous le pilotage de l'inspection générale, on hésite, nous, parce qu'on n'a pas du FRAPS à l'époque, donc on n'a pas de potentiel scientifique, ni de chercheurs reconnus comme tels. Et puis finalement, on dit d'accord, à une condition. Nous, les programmes, on ne sait pas ce que c'est, mais on voudrait bien travailler sur les programmations. Et donc, vous voyez, on a refusé, nous, d'emblée, de se poser la question des objectifs, des principes, des finalités, c'est pas notre truc. Hein. On s'est dit, on va essayer de mettre en commun pourquoi on programme ça dans les cours d'éducation physique à tel endroit, et pas à tel endroit. Et comment on fait pour être satisfait de ce qu'on fait, c'est-à-dire pour arriver à faire notre boulot. Et donc, on essaye de mettre ça, c'était complètement utopique, voire illusoire. Hein. Je ne reviens pas sur tout ce que Yannick a dit tout à l'heure sur la mise en commun des pratiques. Voilà. On a quand même essayé de le faire, non sans référence. Hein. Je ne veux pas vous dire qu'on était une bande de bisounours qui n'avaient aucune référence théorique en tête. Hein. Nous étions à la fois dans cette période, autre date importante, hein, vous voyez, 89. 89, c'est la loi d'orientation sur l'école, avec cet énorme débat sur l'enfant au centre. Il faut bien se souvenir de ce que c'était comme débat. Les rythmes scolaires à côté, c'est à la fois pareil et en même temps c'est de la rigolade. Donc on avait en tête tout ce débat, je dirais vide, Cardinet, Legrand, Mérieux. J'ai vu qu'il y avait un bistrot Mérieux, donc il en parlera mieux que moi. Et puis on était en Seine-Saint-Denis, et donc on avait une très très forte influence des gens de Paris 8 aujourd'hui, enfin ça a dû d'ailleurs rechanger de nom, et qu'à l'époque on appelait Vincennes à Saint-Denis, notamment des contacts importants avec d'abord Bernard Charlot, puis Jean-Yves Rossès. Donc aussi une influence d'Yves Clos, des travaux de Léon Tief, etc. Donc il y avait tout un champ de référence.
qui tenait plus à la question de l'échec scolaire, vous voyez, qu'à la question de l'EPS. Et donc, ce qu'on a travaillé, nous, c'était cette idée du rapport entre le sens et la signification. Avec l'idée quel programme, quels élèves, pour quel programme, pour quels élèves, et ça vous le lirez dans le bouquin sur les 4 courants. On avait l'idée de la différence qui a été un peu abordée tout à l'heure entre ce qu'un prof pense qu'il fait, ce qu'il fait en réalité quand on regarde, ce qui est notamment le métier des inspecteurs, puisque ça veut dire, inspectarer, ça veut dire regarder. Donc, ce qu'un prof va faire, ce qu'il fait, ce que les élèves entendent de la demande qui leur est faite, qu'est-ce que là-dedans il constitue en savoir, et est-ce que ces savoirs sont durables? Je vous dirai pourquoi tout à l'heure sur l'exemple de savoir nager. Et donc, c'est sur ces 4 questions-là qu'on a commencé à essayer de mettre en commun nos pratiques. Ça n'a pas été de tout repos. Je vous prends 3 exemples. Moi, je sais faire que comme ça, hein, excusez-moi. Par exemple, on s'est beaucoup disputé au début sur la gymnastique. À l'époque, faire un cycle de gym, c'était faire 6 séances, avec une évaluation où le principe affiché, c'était faire simple mais correct, c'est mieux que difficile et incorrect. Et on s'est tous mis à ricaner, en disant, si on propose ça, c'est pas la peine de faire de la gym. Parce que c'est évident qu'avec les mômes de ZEP et du lycée professionnel, on n'ira pas loin avec cette gym-là. Vous savez, c'était roulade d'avance, extension de mi-tour, roulade d'arrière, et au mieux un saut à la fin. Hein, c'était ça, l'enseignement de la gym au début des années 80. Et donc on a dit, là on se gourre du point de vue du sens, parce que pour les mômes, ça ne présente pas d'intérêt, on n'est pas dans risque et maîtrise du risque. Et du point de vue de la signification de l'activité au sens d'activité humaine, de son histoire, etc., ça ne veut rien dire non plus. On est bien dans une pratique scolaire, mais elle est tellement ratatinée que plus rien ne s'y joue des enjeux anthropologiques qui se jouent dans une activité culturelle. Voilà. Donc on a commencé, mais on s'est frotté pour dire des choses comme ça. On s'est frotté sur savoir nager en ZEP. C'est moi qui leur ai dit savoir nager en ZEP. La MAFPEN était un peu étonnée quand on a titré les stages comme ça. Ils m'ont fait des jeux de mots divers et variés. Et je leur ai dit, c'est simple, parce qu'en ZEP, si les élèves n'apprennent pas à nager, ils apprendront jamais. S'ils n'apprennent pas à l'école, ils apprendront jamais. Alors, est-ce qu'on a dit que pour autant... Alors, on a fait une enquête. On constatait donc qu'un élève sur 2 en 6e ne savait pas nager. On montait évidemment à 3 sur 4 quand il n'y avait pas de piscine. Montfermeil, pas n'importe où, Montfermeil qui Chichouba. Et on n'a pas du tout dit le primaire ne fait pas son boulot. Du tout. On a dit, mais après beaucoup de frottements, on a dit, on n'a pas dit qu'ils n'avaient pas appris à nager. On dit qu'ils ne savent pas. Et que donc on constatait que des savoirs que les enseignants du premier degré et le CPD pouvaient considérer comme acquis, en milieu socio-économique difficile comme on dit si bien, pouvaient être volatiles. C'est-à-dire que autant ça tenait chez les enfants d'enseignants, parce que l'été en général ils utilisaient la natation, autant ça ne tenait pas dans les milieux populaires. Et que donc il fallait attacher non pas à la natation, mais à savoir nager une importance particulière. C'est nous qui avons été porteurs de ce concept au départ. Savoir nager. On a dû ferrailler avec des collègues qui disaient, mais enfin la natation c'est une activité comme les autres. On a dit non, nous on vous parle de savoir nager. Donc vous voyez, cet exemple-là montre que c'est de façon empirique qu'on a déstabilisé, peut-être à notre insu, l'idée que la natation c'était une activité comme les autres. Je prends des exemples, c'est plus fidèle à ce qu'on a fait. On s'est frotté aussi sur ce quatuor-là, ce que l'enseignant fait, ce qu'il croit faire, ce qu'il fait, ce que les élèves font, etc. Avec des filles qui étaient des filles propres de gym, qui étaient des bonnes spécialistes, qui avaient fait des constats sur les garçons-filles en basket. Et elles me disaient, on t'assure Annie qu'il y a autant d'actions des filles que des garçons. J'aurais dit, ah bon, alors il faut compter les actions offensives. Pourquoi? Parce que la question du motif d'agir, elle ne se joue pas de la même manière dans les actions offensives. Vous voyez, on s'est posé des questions pour essayer de voir entre nous, on ne peut pas se regarder pédaler, quoi. Donc comment on pouvait faire entre nous pour se poser des questions qui nous obligeaient à prendre des indicateurs de ce que faisaient vraiment les élèves. Voilà.
La mise en forme, je ne suis pas sûre qu'elle soit complètement géniale, là vous la direz non plus. Je crois qu'on a eu un petit peu de mal. On a, je crois, bien expliqué notre démarche, c'est-à-dire pourquoi, à partir des questions sur les élèves en difficulté, dits en difficulté scolaire, on se posait cette question du sens et de la signification culturelle des contenus d'enseignement, et du sens qui attribue ou non les élèves. Mais je ne suis pas sûre que c'était parfaitement compréhensible, sauf sur 3 choses. Savoir nager en ZEP, ça je vous l'ai déjà dit, hein. Donc il nous semble que là-dessus on a fait pénétrer quelque chose de très fort, de très difficile, hein, parce que quand on a mis au point les tests, on s'est dit les tests doivent prouver qu'un élève sait vraiment nager. C'est pas un test de 25 mètres, quoi. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà pris le risque d'emmener en colo des gamins qui ont des brevets de 25 mètres, vous risquez des gros pépins, quoi. Donc nous, on voulait attester qu'ils savaient nager, qu'on pouvait les emmener sur un bateau, etc. Et les collègues nous disaient « Ah non, c'est trop difficile, on n'y arrive pas. » Et nous, on disait « Mais alors, il faut dire à l'institution qu'on ne peut pas apprendre à nager à l'école. » Et donc, les collègues qui ont été le plus loin là-dessus, les collègues de la Courneuve, ils ont repris les gamins en 5e. Ça saoulait un peu quand même, la place de la natation. Et donc on s'est dit, on n'a pas réussi, hein, mais on s'est dit, ça veut dire qu'il faut peut-être que les non-nageurs soient considérés comme relevant du rattrapage, comme des gamins qui ne sauraient pas lire. Alors, on a un petit peu réussi à l'imposer dans les années 80, dès qu'il y a eu la DSG, 90, on n'a pas pu continuer à gagner ça. Mais vous voyez, c'était quand même une autre idée de concevoir les savoirs et les apprentissages. La deuxième victoire, évidemment, c'est le A de APS-A. C'est-à-dire qu'on a imposé, sans trop de difficulté, d'ailleurs, le cabinet, je crois que le cabinet de Ségolène Royal, à l'époque, Fournier, il connaissait bien les profs de gym de Créteil, hein, bien suivi. Donc c'était au moment des discussions du GTD, dans le dos d'ailleurs du GTD, puisqu'on était en réunion séparée. On a suggéré directement au cabinet d'ajouter le A de l'APSA, c'est-à-dire d'avoir activité physique, sportive et artistique. Dans mon esprit, dans l'esprit de certains des collègues qui travaillaient avec moi, peut-être pas tous, c'était la place de la danse, hein, puisqu'on était fervent apôtre de la mixité, et donc on disait, bah oui, mais si on prend les filles et les garçons ensemble, je vais y revenir, hein, on ne peut pas prendre que des activités qui sont dans l'histoire des hommes, avec un petit A. Et donc il faut rentrer, non, même pas la danse d'ailleurs, les danses. On s'est aperçu à l'expérience qu'en fait les collègues rentraient plutôt le cirque. Et ça reste pour moi un objet affectueusement ironique. Je veux dire par là que, en fait, je ne crois pas que l'enseignement de la danse ait beaucoup progressé avec l'appellation APSA. Par contre, le cirque a fait un vrai boom. Pourquoi? Parce que je pense que la question du sentiment de compétence des enseignants en danse reste une question difficile. Reste une question difficile. C'est pas, ça leur est pas, ils n'ont pas spontanément envie de s'y engager, quoi. Alors que le cirque, quand même, on reste dans la famille, quoi. Donc je dis ça comme boutade, mais je pense, n'empêche que c'est un gros succès, quoi. Qu'on ait ouvert comme ça le champ des références culturelles me semble un succès important. Et puis quand même, bien sûr, la question des filles. Alors, comment c'est venu? Bien sûr, il y a une question d'itinéraire personnel en ce qui me concerne. Et évidemment, par définition, un inspecteur, a fortiori c'est une inspectrice, c'est là aussi pour questionner les collègues, hein, puisque ça attend de regarder ce que font les élèves. Et petit à petit, alors quand je dis on, c'est avec les collègues, on a élaboré le concept d'éternel débutant. Enfin, d'éternel débutant, mais en disant que l'éternel débutant, c'était quand même souvent une éternelle débutante. Pourquoi? Parce qu'on avait des symptômes forts. Là, je mets un imparfait parce que je ne suis plus sur le terrain de l'observation. Et comme je ne suis pas chercheur, moi, ma seule qualité, c'était l'observation massifiée, quoi. Je ne sais pas si ça a changé beaucoup ou pas. Je dirais bon. En tout cas, ce qu'on constatait, c'est qu'on avait finalement, d'une certaine manière, en juge, tout le monde restait par les débutants. Par contre, en sport co, ou en athlétisme, surtout en sport co, mais aussi en athlétisme, on avait des progressions nettement différenciées.
Et j'avais gardé, moi, ce souvenir comme prof, alors cette fois, d'un cycle de volley. À mon époque, le volley, c'était 6 semaines, avec 6 de chaque côté. Et avec une classe, alors pas de problème de relation ni d'interaction. On s'adorait avec les filles, pas de souci. N'empêche qu'au bout de 15 jours, du côté des garçons, plus une ou deux filles sportives, ils étaient dans le volley des volleyeurs. Et du côté de mes filles, parce qu'il n'y avait pas de garçons qui osaient se mettre de ce côté-là, même s'il y en avait eu, il se trouvait qu'il n'y en avait pas, dans cette classe-là, mais il aurait pu en avoir un qui soit faible. Du côté des filles, la balle ne passait pas le filet, quoi. Et je me suis vraiment pris la tête. Alors évidemment, ce que j'ai observé comme inspectrice, c'était ça aussi, même si c'était déguisé. Et c'était vrai en handball, et c'était vrai dans tous les sports. Et en athlétisme, je raccourcis là, parce qu'il faut des années pour pouvoir dire ça calmement aux collègues. Hein. Mais bon, en athlétisme, résultat des observations, c'était... Écoutez, quand elle trottine sur 60 mètres, il vaudrait peut-être mieux ne pas appeler ça vitesse. Quand elles font une marelle en guise de saut en longueur, arrêtons d'appeler ça du saut en longueur. C'est-à-dire, en athlétisme, ce qui était le plus flagrant, en gym aussi, c'était le simulacre. Vous savez, les filles qui reculent en saut en hauteur, hein, c'est-à-dire un sautoir, une classe. Déjà, est-ce qu'avec un sautoir, une classe, il fallait faire du saut en hauteur? Bien sûr, c'était la question qui revenait. Mais quand on en faisait, il y avait des gens qui sautaient beaucoup, hein. Et puis il y avait des fils qui reculent, c'est-à-dire qu'il y en a qui passent devant et d'autres qui sont derrière. Et donc, vous voyez cette question, à quelles conditions on peut faire vraiment progresser les élèves? Et les élèves, ceux qui caractérisent, je reviens à ce que j'ai dit sur changer l'école à partir de 81 et avec la loi d'orientation de 89, c'était tous les élèves. La mission de l'école, c'est aujourd'hui de faire réussir tous les élèves. Je ne suis pas sûre que dans le débat politique au sens noble, on prenne toujours la mesure de ce que ça veut dire, ça. Faire réussir tous les élèves. C'est-à-dire sortir de l'école, historiquement, l'école du tri social. Faire réussir tous les élèves et leur faire réussir quoi? Et on voit bien comment c'est complètement injuste, excusez-moi de faire un peu de politique, mais c'est mon ancrage, c'est un peu injuste de faire porter sur les épaules des enseignants tout seuls la question historiquement nouvelle de faire réussir à l'école tous les élèves. Hein? Comme si chacun sur ses petites épaules pouvait trouver tout seul la solution. Donc d'où l'intérêt qu'on avait nous dans l'Académie de Créteil à dire c'est ensemble qu'on avancera. Hein? C'est pas un par un. Et au fond, on avait peut-être un peu l'idée que si les programmes pouvaient nous aider, c'était bien, mais que l'important c'était d'abord l'échange de points de vue. Je ne sais plus où j'en suis. J'en étais sur la fille. Donc, le concept d'éternelle débutante, c'était pas culpabilisateur, parce que j'ai lu depuis quelqu'un qui disait on en a assez d'être culpabilisé. J'entends ça, j'entends. Mais on ne peut pas penser que parce qu'on a inscrit saut en hauteur, on a fait sauter les élèves. Et a fortiori, qu'on les a fait sauter plus haut. Et si on ne les fait pas sauter plus haut, c'est pas la peine de faire du saut en hauteur. Et en volley, si la balle ne passe pas le filet, alors il vaut mieux faire de la GRS. Hein, d'une certaine manière, comme ça au moins elles la balle. Voilà. Donc vous voyez ces provocations un peu hardes, elles n'avaient pas du tout pour but de faire progresser, de culpabiliser les collègues, mais de faire progresser une forme de, je ne sais pas s'il faut appeler ça réalisme ou pragmatisme, à l'époque on ne l'a pas qualifié, culture professionnelle commune peut-être, je ne sais pas, qui permettent de faire des choix plus efficaces. Et toute notre contribution au programme, nous, ça a été de dire quel choix on fait qui soit efficace. Et on se trouve un peu en but avec l'institution, par exemple. C'est déjà pas facile de faire dire ça au collège. Alors, on a gagné la 4e heure quand même. D'ailleurs, dans cette époque-là, on a noué des alliances institutionnelles. Si vous demandez à Dacunia Castel, il vous dira la 4e heure, c'est moi. Si vous demandez à Christian Forestier, il vous dira la 4e heure en 6e, c'est moi. Fort bien que ce soit... Et si vous demandez au SNEP, ils vous diront c'est nous. Je crois que c'est tout ce monde-là. Hein, c'est-à-dire, c'est cette idée que si on voulait faire acquérir des choses aux élèves, effectivement, si on a le savoir nager en 6e, si on pense que c'est à cette époque-là qu'il faut faire de la gym, parce qu'après ça commence à être un petit peu tard du point de vue des différences et qu'on n'y arrivera pas,
Si on pense que rugby mixte, c'est en 6e aussi, parce que sinon après, on aura du mal à ce que ce soit mixte. Vous voyez, ça veut dire qu'effectivement, il y avait une névralgie là autour de la classe de 6e. Et donc, cette question de quelle activité, quel contenu d'enseignement, quel choix, quelle durée, ça a été en gros l'apport des gens de Créteil. Alors, est-ce que c'est un courant? Moi, je ne suis vraiment pas sûre, mais bon, ça a déjà été dit ce matin. Ça, c'est pas... On a buté, on a avancé beaucoup sur la question des entrées dans l'activité. Par exemple, l'idée que la diversité des élèves, alors entendons-nous bien, nous combattons l'indifférence aux différences, c'est-à-dire que nous sommes pour la prise en compte de la diversité des élèves, mais pour viser une culture commune. Hein, vous voyez, donc la gare de départ peut être différente, mais la gare d'arrivée, il faut qu'elle soit commune. Et ça, par exemple, en gym, ça nous a posé un problème. Comment on fait pour tenir compte que dans l'activité gymnique, risque et maîtrise du risque, il y a bien une question de ce à quoi beaucoup de filles étaient plus sensibles, c'est-à-dire l'élégance, etc. Pour le dire en termes triviaux, on a beaucoup utilisé des termes triviaux entre nous. Si tu tombes 3 fois, mettons 2 fois, 3 je rêve. Si tu tombes 2 fois en l'air, mais si tu retombes crapaud dans les tapis, c'est pas de la gym. Et si tu fais que des zizi, c'est pas de la gym non plus. Il n'y a pas de risque. Ça, on a su le dire assez vite. Mais du point de vue de l'évaluation réelle de ce que faisaient les élèves réels, on a quand même buté un peu. Parce que c'était terriblement exigeant. Et là, je le dis de façon un peu plus grave, je me demande si on n'a pas, si ce genre de démarche, qui a été la nôtre, mais pas seulement nous, n'a pas contribué à rendre la gym plus difficile à enseigner, voire raréfiée dans les programmations, à cause de son exigence, justement. Donc voilà, c'est pour vous donner un peu les exemples de difficultés. Donc, pour ne pas avoir d'éternelle débutante, quel type de choix on pouvait faire? Alors, sur la danse, je vous ai dit ce que j'en pensais. D'autant plus que, pour être extrêmement honnête, moi j'ai buté sur une autre difficulté. C'est quand on arrive à faire rentrer les garçons en danse. C'est-à-dire quand on arrive à passer par-dessus le mot danse et leur rejet. Je parle toujours des garçons. Quand je dis les garçons, parlant de Créteil, vous voyez, je pense surtout aux garçons de ZEP. Au bout du cycle de travail, ils ont tendance à être plutôt plus performants que les filles. Et donc, je butais là sur une vraie difficulté qu'on n'a pas su résoudre à l'époque, peut-être que depuis ça a progressé. Quant à la question du simulacre en athlétisme, là non plus, j'ai pas beaucoup obtenu d'avancée. Parce que le temps qu'il faut pour que des élèves pas très motivés au départ, donc souvent les filles, pour courir vite, non seulement acquièrent des savoirs, moi je veux bien dire des compétences, c'est pas un mot dont je suis fanatique. Hein. J'aime bien le mot savoir en plus. Mais bon, pour qu'elles sachent un peu courir vite, et qu'elles le gardent jusqu'à la seconde et la première. Vous voyez, il y a des choses qu'il vaut mieux se dire franchement. Moi, je n'étais pas persuadée que c'était jouable en lycée, par exemple. Mais j'ai des collègues qui m'ont dit, tu te trompes complètement, si on s'y accroche, ça marche, etc. Donc, soit. Et donc, comment on peut à la fois prendre en considération les différences, j'avais dit prendre en compte, et c'est des collègues qui m'ont dit prendre en considération, c'est quand même mieux, prendre en considération les différences, et en même temps être un obstiné ou une obstinée de la culture commune. C'est-à-dire du fait que les acquisitions soient bien en même temps communes. Le socle commun n'est pas quelque chose qui me... Enfin, c'est quelque chose qui me fait peur. Voilà. J'ai un peu peur qu'au nom des différences, de la diversité, on ait tendance à renoncer. Je dis ça pourquoi? Dans une brochure de l'UFOLEP qui n'est pas toute neuve, j'ai vu cette phrase, la femme sera-t-elle l'avenir d'une autre idée du sport? Alors, j'ai au moins 3 points de désaccord. D'abord, la femme au lieu de les femmes, comme s'il y avait quelque chose de commun entre catégories socio-professionnelles à l'égard des activités sportives. Enfin, toutes les enquêtes nous disant le contraire. C'est clair qu'il faut dire les femmes et pas la femme. La femme, je ne sais pas ce que c'est. Je renvoie là-dessus, puisque vous verrez qu'il y a bien plus de désaccords que ce que j'ai l'air de dire au numéro de contre-pied qui vient d'être publié, qui
qui fait état des désaccords importants sur ce qu'on appelle, vous voyez, sur sexe et genre, sur ce qu'on appelle les femmes, etc. Donc je suis pas encore totalement au clair là-dessus, donc je vous renvoie à la littérature qui existe. Donc, la femme, non, les femmes, peut-être. La phrase « la femme, c'est l'avenir de l'homme » m'a toujours crispée. Pourtant, j'adore Jean Ferrat, parce que c'est Jean Ferrat, c'est pas d'Aragon. Je ne suis pas plus d'accord avec Aragon, ni avec Rimbaud, parce que d'une certaine manière, Rimbaud s'est beaucoup inspiré de la lettre au voyant de Rimbaud. Aragon s'est beaucoup inspiré de la lettre au voyant de Rimbaud. Qui disait pareil, quoi. Quand sera fini l'infini servage, alors les femmes pourront faire plein de choses. C'est quelque chose qui m'interpelle. Moi, je pense que l'avenir, c'est la mixité. Voilà. Hein. Et donc, la femme n'est pas l'avenir de l'homme, ce serait mieux s'ils étaient ensemble. Enfin, femme au pluriel, homme au pluriel. Et surtout, d'une autre idée du sport, là, je bloque un peu. Je suis d'accord s'il s'agit des médias, c'est-à-dire de la place du sport féminin dans les médias. On voit bien que c'est en train de bouger un tout petit peu, pas massivement quand même, hein, compte tenu de la place qu'a le foot, voilà, ça risque de ne pas pouvoir bouger facilement. Deuxièmement, s'il s'agit de l'UNSS, je suis d'accord aussi. J'ai beaucoup dit à mes collègues, quand on fait un constat simple, en Seine-Saint-Denis, alors je pense que c'est encore le cas, la majorité des équipes de sport co, c'est les filles de ZEP. Donc il y a bien un atout là, je ne sais pas s'il faut le formuler comme ça, mais en tout cas il y a un atout fille ZEP Sport Co qui est assez intéressant à regarder de près. Donc si c'est ça, je suis d'accord. Mais si un autre sport, ça veut dire qu'on se tourne que vers l'objectif de santé, là je ne suis pas d'accord du tout. Et c'était un peu la tendance de cette brochure du Follet, qui est dans mon sac, je pourrais vous la montrer. Je ne suis pas sûre que ce ne soit pas une petite tendance des textes actuels aussi. Hein, c'est-à-dire qu'au fond, prendre en compte les filles, ce serait s'intéresser davantage à la santé et un petit peu moins à la compétition. Or, je ne fais pas partie des gens qui ont quelque chose contre la compétition. J'ai quelque chose contre la compétition marchandisée, travaillée par le fric, et qui donc entraîne les désirs, qui sont à base de l'activité physique, il y a du désir, et que ça les entraîne sur des pentes maudites. Mais en soi, l'idée de, quand on a un ballon, d'essayer de le mettre dans le filet des voisins, je suis vraiment pas. Et donc, voilà, je me méfie de ces formules qui disent autre chose que ce qu'elles disent. Hein. Et ce serait quand même drôlement régressif que parce qu'on s'occuperait des filles et des femmes, alors on les renverrait à la santé, quoi, comme dans le bon vieux temps. Hein. Et d'une certaine manière, elles n'auraient pas le droit de se battre, de faire du combat, de faire des sports, etc. Or, moi, il me semble que faut-il être sportif, quoi. Bah, dans la vie personnelle, c'est une affaire de choix. C'est la liberté des femmes. Souvenez-vous de Madio disant aux cyclistes sur un vélo, vous êtes moche. Hein? Il y a bien des situations sportives où des hommes sont moches aussi, et des situations non sportives aussi. Et donc, respectons la liberté des femmes. Or, la liberté, c'est une question d'école, c'est une question de rôle de l'école. Il dépend de l'école que les femmes et les hommes soient libres ou non de choisir d'être sportifs, ou de faire du théâtre, ou de faire de la musique, ou de devenir poète. Alors, est-ce que l'école joue ce rôle? Vous voyez, peut-être pas la peine qu'on se culpabilise trop en EPS, parce que est-ce que l'école joue ce rôle dans le domaine de la musique ou du théâtre? J'en suis pas certaine. Je dis au passage d'ailleurs, c'est pas une réponse, je ne suis pas en mesure de faire une réponse à Pierre Pardois, mais dans les 4 courants, là, j'ai lu sous la plume de nos amis de Nantes que l'EPS, discipline d'enseignement, fait apprendre des contenus fondamentaux, tout comme il y a des principes en physique et des règles en français. Et c'est avec cette définition de la culture que je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas avec la définition de l'EPS, c'est avec la définition de la culture. C'est-à-dire que je pense que si on est à l'école pour apprendre des règles en français, eh ben, il ne faut pas s'étonner qu'il y en ait beaucoup qui n'aiment pas l'école. Voilà. Hein. Bien sûr qu'il y a des règles en français, mais vous voyez, je dis ça pourquoi? Parce que je suis une lectrice de Télérama, comme tous les gens de ma catégorie socioculturelle, les femmes surtout. Télérama adore des films comme La journée de la jupe, Être et avoir, ou Entre les murs. Et moi, comme pédagogue, je dis que La journée de la jupe, c'est dingue. Ça ne met pas en cause Isabelle Adjani. Hein. Mais enfin, est-ce que quand vous faites travailler Molière à un élève, l'objectif c'est qu'à la fin, l'élève puisse réciter le nom patronymique de Molière, c'est-à-dire qu'il s'appelait Jean-Baptiste Poquelin.
Vous voyez comme on est loin de la question des émotions du théâtre. Et je ne dis pas que l'école doit faire du théâtre. Je dis qu'on ne peut pas se priver de l'activité humaine qui s'appelle théâtre dans les pratiques scolaires qu'on appelle français. Je ne sais pas si je suis très très claire, mais voilà, je veux dire par là que les grandes émotions humaines, elles se traduisent dans un patrimoine culturel. L'école ne peut pas le singer, pas plus en EPS qu'en français. Elle ne peut pas non plus être à l'extérieur. Et donc, comment on fabrique des formes scolaires avec ça? Je crois que c'est la question qui nous est posée. Mais elle est aussi bien posée à la prof qui enseigne Molière qu'au prof qui fait du volley, d'une certaine manière. Et pourquoi je dis entre les murs? Parce que je dis ça au passage, mais ça m'ennuierait trop de pas vous l'avoir dit. Je suis contente que Bégodeau soit plus prof. Parce que la façon dont il insulte les gamins dans ce film, c'est scandaleux. C'est pas étonnant qu'elle lui fasse la vie, les filles, hein, les délégués de classe. Je dis ça, vous avez vu Entre les murs? Non? Voilà, hein, enfin ceux qui ont vu Entre les murs, c'est un scandale que la presse, alors que la presse dise que c'est un beau film, ça c'est pas mon souci, mais qu'elle dise pas que le prof enseigne bien. Quant à Être et avoir, on peut trouver très très belles les images de Hubert. Mais regardons ce que fait l'Institut. Il a 4 CM2, il en a 3 en échec scolaire. Voilà. Et la presse trouve que c'est un beau film. Donc vous voyez l'exigence de prendre les élèves supposés les plus en difficulté comme indicateur de ce qui s'apprend vraiment. Et à partir de là, de faire des choix de ce qu'on peut faire dans les heures qu'on a. Il y a des profs de lycée professionnel dans la salle. Voilà. Ce qu'on peut faire vraiment en 2 heures avec les filles de lycée professionnel, moi je dis que ça mériterait que vraiment on permette aux profs de l'EP de travailler entre eux. Parce qu'il faut vraiment bien viser. J'ai eu longuement cette discussion avec un bon spécialiste de gym, Philippe Amarouche, pour ceux qui le connaissent. Philippe était gym, donc avec ses filles de l'EP, il voulait faire de la gym. Et pendant 3 ans, on a discuté. Et je lui ai dit, mais t'es content à la fin? À la fin, il m'a dit, je crois que tu as raison, il faudrait quand même que je regarde du côté de la danse. C'est-à-dire que dans le temps qu'il avait, avec les élèves qu'il avait, je crois qu'il n'avait pas de problème d'installation. Les choix qu'il faisait, à la fin, la gym ne semblait pas un choix continu. Vous voyez, donc c'est pas un problème de programme, enfin de programmation imposée. C'est un problème de choix des enseignants, si possible collectif. Je suis tellement. Et donc, la question de la liberté, ça nous pose un peu la question des seconds cycles. C'est-à-dire que comment faire pour que des savoirs qu'on pensait acquis en collège, et là je parle des filles, parce que les décrochages de l'activité physique, les décrochages de l'activité sportive, chez les garçons, c'est en gros 17 ans. Chez les filles, c'est 13 ans. Donc on sait, de ce point de vue-là, statistiquement en tout cas, qu'on risque fort que des filles qui couraient comme des lapins, on va dire, en 5e ou en 6e, tout d'un coup en 4e, se mettent relativement en stand-by et à distance. Pourquoi ce que j'ai dit tout à l'heure sur les équipes de sport co de Seine-Saint-Denis, ça ne produit pas des équipes de sport co en lycée professionnel? Vous voyez, pourquoi il y a ce décrochage de la pratique? Alors là aussi, hein, ne nous frappons pas plus qu'il ne faut. Si j'étais hyper d'anglais, je pense que je me ferais vraiment, vraiment du souci sur ce qui reste en anglais aux élèves de seconde ou de première. Hein. La question de la stabilisation des savoirs n'est pas une question propre à l'EPS. Il y a sans doute chez nous, du point de vue des filles en tout cas, des paramètres, comment dire, là je rejoins totalement ce qu'a dit Pierre Parlebat tout à l'heure. Est-ce que c'est physique, est-ce que c'est social, est-ce que c'est psychologique, est-ce que c'est moteur? Je ne sais rien du tout. Je sais que l'idée, c'est pas pour moi, augmente à partir de la 4e. Voilà. C'est-à-dire qu'elles décrochent, y compris quand elles étaient relativement actives et relativement performantes. C'est-à-dire que la question de l'imaginaire qui est mobilisé, c'est principalement, c'est pas la question des savoirs au sens, comment dire, académique, c'est la question du sens, la question de l'imaginaire qui était investi dans tel ou tel savoir et pas dans tel autre. À l'adolescence, ça subit des bouleversements importants. Et je me demande si on est suffisamment vigilant là-dessus.